Hello YouTube et bienvenue à Malware Autopsy. Aujourd'hui on va faire le challenge Forerunner. Un challenge fort intéressant puisqu'on va reverse un exécutable .NET. Une fois le fichier zip téléchargé et extrait, on obtient un fichier zip malware avec son mot de passe dans le danger.txt et une fois qu'on extrait, on obtient ce fichier wifi 22.160.0-driver32-win10.exe. La première chose que l'on va faire, c'est ouvrir l'exé en question dans PI Studio pour avoir plus d'informations. Ces informations vont également nous permettre de répondre aux premières questions. La première question étant le timestamp de la compilation du malware. On peut l'avoir dès le début, juste là, 1er octobre 2089. 3h41-58. Bien sûr, on a affaire à un timestamp qui a été timestamp. La deuxième question, c'est le nom de la section qui est suspicieuse dans l'exécutable. Si on regarde notre exécutable, qu'on fait un peu de recherche, qu'on regarde les strings et différentes petites choses, on va assez vite se rendre compte que nous sommes devant un Microsoft.NET, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir facilement le reverse. Maintenant, on va s'intéresser aux sections. Si on va dans les sections, on peut voir ici que l'on en a 4. Point texte, qui est très commune, c'est là où il y a le code. Point ressources, donc les icônes, les choses comme ça. Point reloc, c'est en cas de relocation de certains éléments, il a le point reloc. Et le point CSS, lui par contre, inconnu au bataillon, il est plutôt bizarre. On voit également qu'au niveau du ratio ici, il est plutôt énorme. Donc cette section me paraît extrêmement bizarre. En plus, si on se fie à l'entropie qui est quasiment au maximum, on a très probablement du code qui est chiffré, qui est encodé, qui est obfusqué à l'intérieur de cette section. Donc la section CSS est la section très suspicieuse de ce malware. Ensuite, on va nous demander l'algorithme de chiffrement qui est utilisé par le malware. Pour ça, il va falloir ouvrir et reverse ce malware. Donc pour ça, je vais aller dans mes tools et je vais utiliser DNSpy x86 puisque c'est un 32 bits. Donc je vais l'ouvrir avec DNSpy x86 et on va rechercher ensemble le chiffrement qui est utilisé. On peut voir que ce binaire est assez simple. En fait, il y a deux classes à l'intérieur. On a la classe programme et la classe publisher. On voit que dans la classe programme, il y a un total de 4 fonctions. La fonction main, la fonction delete sentence, la fonction call window proc a qui est un import d'user32.dll et virtual protect, un import de kernel32.dll. Donc on a deux fonctions dont on va s'occuper, la main et la delete sentence. La delete sentence est intéressante. Elle prend 4 arguments et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a beaucoup de calculs qui sont faits. On voit beaucoup de divisions, on voit des multiplications, on voit des XOR qui sont faits, on voit des bytes qui sont transformés en chaîne de caractères, du modulo. Il y a beaucoup de choses et une fonction comme ça ressemble fortement à du chiffrement. Cependant, je dois avouer que je suis incapable de dire quel est l'algorithme de chiffrement utilisé à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le code et je l'ai mis dans Gemini. Donc pour vous montrer, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ça et je lui ai donné tout le code et voilà ce qu'il m'a ressorti à la fin. Il m'a expliqué ici que c'est une implémentation du chiffrement RC4. Il nous explique il nous explique la vraie signature de la fonction. Il nous explique qu'il y a beaucoup de junk code, donc beaucoup de choses qui ne servent à rien, bien sûr. Beaucoup d'overcomplexification pour pouvoir perdre l'analyste. Donc beaucoup de choses. Après, pour pouvoir reconnaître du RC4, moi je n'en ai pas été capable, ne connaissant pas suffisamment RC4, je ne l'ai pas reconnu. Heureusement, Gemini peut lire le code très rapidement et le reconnaître pour nous. Donc pour ce qui est de la fonction de chiffrement, on est sur du RC4. Ensuite, on veut savoir quelle fonction API de Windows est utilisée pour exécuter le shellcode. Alors, si on regarde les fonctions qui sont utilisées, encore une fois, il n'y en a que 4 d'utilisées ici. Après, c'est notre publisher qui est une classe juste en dessous. Mais donc on a un total de 4 fonctions, call window proc a, virtual protect, delete sentence et main. Eh bien, on peut tout de suite le dire, pour exécuter le shellcode, c'est dans virtual protect que ça va se passer. C'est virtual protect qui va l'exécuter. Maintenant, on va analyser quand même le main pour pouvoir voir un peu ce qu'il se passe. On va d'abord se focaliser sur ces premières lignes-là. Ces premières lignes, c'est assez intéressant puisque tout simplement, il va récupérer le chemin de l'exécutable en cours. Donc il récupère le chemin de son propre exécutable, de lui-même, et on voit qu'il va faire des comparaisons. Encore une fois, je n'étais pas sûr des comparaisons qu'il faisait. Si on regarde ce que nous disent les IA, elles vont nous dire que
après avoir lu le fichier, donc ça, ok, elle va vérifier des signatures et elle va rechercher dans les headers PI les offsets bien spécifiques pour pouvoir récupérer certaines sections du binaire. Donc ici, sur ces lignes-là, c'est la récupération de la section CSS, enfin très probablement la récupération de la section CSS, ou en tout cas une vérification du code du malware pour s'assurer qu'il y a bien tout ce qu'il lui faut. Ensuite, on voit qu'il va faire une boucle et que dans cette boucle, de nouveau, il va récupérer certains éléments. Alors c'est probablement là plutôt qu'il récupère, en fait c'est même sûr et certain que avant il s'assurait d'avoir le bon binaire, que son code n'ait pas été modifié. En dessous, ici, on va voir que petit à petit, il va récupérer certains éléments à l'intérieur de lui-même. Et on voit ici qu'il compare avec deux chaînes de caractères, le C puis le S. Donc ça, c'est le nom de la section spéciale, la section CSS. Il s'assure qu'il est bien sur la section CSS et que ce qu'il va récupérer ici ensuite correspond bien à ce qu'il y a dans la section CSS. Donc si on regarde tout le code jusqu'ici, donc toute cette partie-là, le binaire est en train de se charger lui-même et de récupérer ce qui se trouve dans la section CSS. Une fois qu'il a fait ça, on voit qu'il crée la classe Publisher, donc la seconde classe de notre binaire. On peut aller dans cette classe Publisher pour voir ce qu'elle fait, et on peut voir que cette classe Publisher, elle va faire deux choses. Tout d'abord, elle va déchiffrer certains textes. On voit qu'elle déchiffre en utilisant le RC4 qui est implémenté dans Delete Sentence. Elle déchiffre quoi? Elle déchiffre la variable input data ainsi que la variable section content. Si on regarde ces variables-là, on les a, on peut les regarder. On voit qu'input data, il y a beaucoup d'hexadécimales à l'intérieur, ou de décimales, ça ressemble plutôt à du décimal. Et la section content, pour l'instant, elle est nulle, mais cette section content, si on regarde dans le main, en fait, si on voit qu'il a rempli ce section content, il l'a rempli tout simplement avec la section CSS. Donc dans section content, on va avoir le second stage, donc on va avoir le code qui est caché dans le CSS. Input data, ça va être des chaînes de caractères, on ne sait pas pourquoi il va les utiliser. Data key, c'est la clé pour déchiffrer, et donc publisher déchiffre tout ça. Ensuite, il fait un virtual protect et ensuite un call window proc a, donc pour exécuter le code. Et c'est ici que j'aime bien un breakpoint et c'est ici qu'on va s'arrêter puisque c'est ici qu'on va pouvoir récupérer ce qu'il y a dans input data et dans section content. La première chose, c'est qu'on va répondre à la question 4. Pour l'API Windows qui va exécuter du shellcode, eh bien c'est tout simplement window proc a. Ensuite, on nous demande quel process est ciblé par l'injection de shellcode. Alors évidemment, ici, on est en plein sur du process hollowing, c'est-à-dire que il est en train de vider un autre process pour pouvoir mettre son code à lui à l'intérieur. Nous, ce qu'on va vouloir savoir, c'est ce input data 392, vers quoi est-ce qu'il pourrait pointer. Donc on va vouloir récupérer input data et section content après qu'ils aient été déchiffrés par delete sentence. C'est pour ça que j'ai un breakpoint juste ici. Je vais faire start pour le lancer. Ici, je vais faire OK et je vais faire en sorte de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'input data et section content, puisque pour l'instant je ne le sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans debug, Windows, puis dans watch, et je vais ouvrir watch 1. Donc ça, c'est simplement des fenêtres pour pouvoir espionner bien certains éléments de notre binaire en cours d'exécution. Et dans le watch 1, j'ai rajouté deux choses. Alors je vais vous montrer comment j'avais fait, puisque je l'avais déjà fait. En gros, quand on obtient le watch 1, on n'a que ça. Et nous, ce qu'on va vouloir, on va vouloir préciser dans le name, préciser ce qu'on veut vérifier, ce qu'on veut observer. Et on veut observer programme.inputData et on veut observer programme.section content. Bien sûr, ces deux-là, ce sont des arrays qui sont très très grandes avec beaucoup d'hexadécimales, beaucoup de bytes à l'intérieur. Ce qu'on va faire pour nous simplifier la vie, c'est qu'on va les sauvegarder vers des fichiers externes. Je vais faire un simple save sur chacun des deux et je vais tous les deux les mettre sur mon desktop. Donc là, ici, on va avoir un input data. Je vais le sauvegarder lui et je vais sauvegarder section content dans un autre fichier. Donc je sauvegarde section content. Comme ça, j'ai mes deux fichiers et là, je vais pouvoir fermer ça. Non, je vais le laisser ouvert au cas où pour le moment. Donc mes deux fichiers sont juste ici, je vais les déplacer à côté du malware. Et la première chose qu'on va regarder, c'est input data, puisqu'on voit qu'il utilise ce qui est dans input data pour pouvoir cibler un process en particulier. Et c'est ce qu'on veut pour répondre à notre question, c'est le process qui est ciblé. Donc on va aller dans input data et je vais l'ouvrir avec
un hexadécimal. Et ici, on a donc les offsets, on a tout ce qu'il faut. Ça, normalement, c'est censé être un tableau sous .NET. Bien sûr, là, on a vraiment le blob, on a vraiment les bytes qui sont stockés dans la variable. On peut voir certaines chaînes de caractères comme le virtual alloc, getThreadContext, readProcessMemory, etc., etc. Tout ça, encore une fois, toutes ces fonctions qui sont liées et très souvent utilisées pour faire du process hollowing, de l'injection de process. Et si l'on regarde à la fin, on a une chose un peu particulière, on a un C Windows Microsoft.NET Framework V40303119, et là, ici, on a un binaire msbuild.exe. Si l'on regarde notre call window proc A, on voit que il récupère en fait le process qui est ciblé, il le récupère à l'index 392 du tableau. Le problème, c'est que nous, on a tout maintenant dans un fichier. Alors, je ne sais pas exactement où est le 392. Cependant, ici, je ne vois que des noms de fonctions à importer. Ensuite, il n'y a que du blob, que des choses illisibles. Il n'y a qu'à la fin qu'on voit le msbuild.exe. Donc, j'en déduis que msbuild.exe, c'est sa cible, c'est ce qu'il veut injecter. Ensuite, on nous demande quelle est la technique qui est utilisée. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, le msbuild.exe, le window proc A, le RC4, tout ça, quelle est cette technique? Comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est bien sûr du process hollowing. Il vide msbuild.exe pour pouvoir mettre son code à lui à la place. Pour ce qui est de la suite, on va devoir reverse le second stage, c'est-à-dire le shellcode qui est injecté à l'intérieur de notre msbuild.exe si jamais il s'était exécuté. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter dnspy puisque le shellcode qui est injecté, c'est le section content qu'on a extrait tout à l'heure. Et si on fait un detect_etc dessus, on se rend compte que c'est simplement un exécutable Windows, donc 32 bits, et qui est développé en C++. Donc on va l'ouvrir avec IDA pour pouvoir le reverse assez simplement. Je l'avais déjà chargé un premier coup, je vais le refaire pour vous montrer comment résoudre les petites questions, puisqu'on va assez rapidement pouvoir résoudre la première. Déjà, on va passer en mode pseudo-C et on va regarder cette toute première fonction, la fonction start, qui est appelée d'abord. On peut voir qu'il regarde pour crypt32.dll. Ici, on a un get Windows directory W, donc il va récupérer certains dossiers de Windows. Ici, c'est ce qui va nous intéresser. Il récupère le nom de l'ordinateur. On voit qu'il va aussi récupérer le chemin complet vers GDI32.dll. On voit qu'il va récupérer le nom d'utilisateur, des types de fichiers, le file name, le nom du fichier correspondant au module comme CTL32, et également le chemin vers le dossier temporaire. Tout ça, il le récupère pourquoi? Eh bien, on voit à la fin qu'il fait différents checks, et suivant ces checks, il va ou pas exécuter cette fonction. Si l'on regarde les checks, il en fait plusieurs. Déjà, il en fait 2 sur V29. V29 va contenir l'username de notre utilisateur actuel. Il fait un check sur la size, donc il vérifie la taille du nom de l'ordinateur. V8 semble ne correspondre à pas grand-chose. Et ensuite, il va faire 2 vérifications sur V30 qui est le nom de l'ordinateur. Donc déjà, on va pouvoir transformer ça en caractère pour voir ce que ça donne. La première chose qu'il fait, c'est vérifier si la toute première lettre du nom d'utilisateur commence par un J et a en 5e position un O. Ensuite, de la même manière, pour l'ordinateur, il vérifie que ça commence par un H et qu'en 3e position, il a un 9. Ce sont les 2 seules vérifications qu'il fait sur le nom d'utilisateur et le nom de l'ordinateur. Sur le nom de l'ordinateur, il vérifie aussi que c'est 7 caractères de long. Alors, il a fallu un peu de recherche, même pas mal de recherche, pour trouver à quoi ça pouvait correspondre. Et très rapidement, si l'on regarde, on va finir par trouver cette information. Windows Defender utilise un nom d'ordinateur hardcodé qu'il appelle HAL9e, et ce nom d'ordinateur hardcodé, eh bien, ça a l'air d'être ça que notre malware tente de repérer avec cette comparaison. Également, le J et le O, c'est pour l'utilisateur John Doe que Windows Defender utilise également. Donc la réponse au nom d'ordinateur qui est recherché, c'est le HAL9. Ensuite, on nous demande quelle est la chaîne de caractères que le second stage va enregistrer pour éviter plusieurs exécutions du malware sur
le même ordinateur. Là, dans le start, on n'a rien de particulier en dehors de cette vérification, de cet anti-debug. On va rentrer dans la fonction qu'il appelle juste ici. Lorsque l'on arrive sur cette fonction, c'est assez difficile de voir ce qu'il se passe. En fait, on a même des erreurs du décompilateur puisque le fichier est fait exprès pour être difficile à décompiler. Donc, AIDA a un peu de mal. Ce qu'on peut regarder ici, on voit le Open Event A qui est assez intéressant et qui peut être utilisé comme un mutex. Là, il y a une chose que j'ai fait, c'est que j'ai également ouvert le malware dans Ghidra pour pouvoir comparer les deux décompilateurs, les résultats qu'ils nous donnent. Et dans Ghidra, on voit ici une chaîne de caractères qui ressort directement. On a une petite chaîne de caractères ici. Maintenant, nous, ce qu'on va regarder, c'est le Open Event A, puisque ça doit être ça qui est utilisé comme mutex au début de la fonction. Notre Open Event A sur IDA, il nous pointe vers V1, et puis sur Ghidra, sur cette variable assez bizarre avec plein de P. Dans les deux cas, on va essayer de remonter. On voit que notre V1 va prendre la valeur de V58 à l'index 237. Et là, faut qu'on remonte, puisque V58, on voit qu'il est utilisé dans cette fonction. On va essayer de trouver la valeur qu'il y a dans cette variable-là. Et si l'on regarde ici, on a un XMM word, donc ça, c'est une adresse, c'est un pointeur vers de l'hexadécimal. Si on fait un clic droit dessus, on peut voir que on retrouve à peu près la même chaîne de caractères que sous Ghidra, ce fameux ici OVE APRI qui est ici. Ici, on voit le OVE APRI, donc la même chose que sous Ghidra. Donc c'est probablement l'event qui est enregistré et puis qui va servir de mutex. Le truc, c'est qu'il nous manque quand même des éléments. On voit que V58 237 c'est ça, et là ici on voit qu'il va attribuer une certaine valeur à V58 240. Cette valeur 108, si on la transforme en caractère, on voit que ça correspond à un L. Donc si on rajoute le L à ça, alors là, attention, c'est à l'envers, vu que c'est en Little Endian, ça nous donne epreuve April. Et c'est ça qui va servir de mutex au malware, c'est le epreuve April. La question suivante nous demande quelle fonction, quelle adresse de fonction va initialiser la structure de chaîne de caractères interne au malware en mettant tout à 0. Alors on va revenir sur notre fameuse fonction. Ici, on voit qu'on a la grande boucle qui va utiliser le mutex. Ensuite, on voit qu'il récupère les variables d'environnement, qu'il va créer l'event s'il n'existait pas déjà, donc créer le fameux mutex, et ensuite on a un call à cette fonction-là, 40F470. Si on rentre dedans, on voit qu'une chaîne de caractères vide lui a été passée. Si on regarde un peu ce qu'il fait, il récupère des tailles, il va allouer des places sur la heap, donc là il a l'air de faire de l'allocation sur la heap. Après cette fonction-là, on a ici des fonctions pareilles qui sont ici à 0, qui n'ont même pas l'air d'être des fonctions. Non, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des D-words. Et ensuite, on a des grosses boucles qui ont des valeurs vraiment énormes. Et à chaque fois, ces grosses boucles font appel à des fonctions qui respectent la calling convention thiscall du C++. Ici, on a probablement un problème de décompilation qui est lié au fait que le malware utilise des structures de chaîne de caractères que le décompilateur, que le CPU ne connaît pas. D'où ces grandes boucles très complexes. D'ailleurs, si on rentre à l'intérieur, on voit que il met plein de choses à 0. En fait, il met tout à 0 et ensuite il retourne. Cette fonction-là semble préparer, finalement, initialiser les chaînes de caractères en mettant tout à 0. Donc c'est la réponse à notre question, c'est la 40 F3B0 qui va initialiser ces chaînes de caractères, ces structures. Dans la suite de cette fonction, on va passer pas mal de choses. Ici, on voit qu'il fait encore appel au programme data, qu'il va créer des dossiers également, create directory, donc il crée un dossier dans le programme data. Et ici, on va avoir des choses qui vont commencer à devenir intéressantes, puisqu'on a un Internet Open A. Donc là, il va commencer à faire des communications vers l'extérieur. Maintenant, il initialise une connexion. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, on va le découvrir en descendant un petit peu plus bas dans la boucle principale finalement où il fait ses actions principales. On va les découvrir un peu plus bas. Lorsque l'on arrive tout en bas, on voit que le malware va créer une ligne de commande qui va lui permettre de se supprimer lui-même. À chaque fois, on va voir le timeout, on va voir le exit, il va s'arrêter lui-même. Ce qui veut dire que à ce moment-là, on a été un peu trop bas. Il va falloir remonter pour trouver la réponse à la question. Une fois qu'on est remonté, je suis revenu au moment où il
utilise Internet OpenA pour communiquer avec son C2. Si on regarde un peu la suite, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais lorsque l'on recherche un peu plus, après l'Internet OpenA, on remarque ici une fonction assez bizarre puisqu'elle est call à beaucoup de reprises, elle est call de nombreuses fois, la 402 F20, et elle est call surtout avec énormément d'arguments. Donc celle-là, elle est intéressante, celle-là on va aller dedans pour voir un peu ce qu'il se passe à l'intérieur. Lorsque l'on rentre dans cette fonction, on voit que cette fonction va communiquer avec le C2. On va voir beaucoup d'utilisation de l'HTTPS avec des précisions sur comment il fait pour communiquer avec le C2. Malheureusement, ce n'est pas là-dedans qu'on va trouver les informations sur notre FileZilla ou autre logiciel qui est ciblé par le malware. Ici, ce que je pense faire, c'est me fier aux chaînes de caractères, puisque c'est très difficile de se déplacer dans toutes ces fonctions. Donc l'idée, c'est de rechercher certaines choses. Cependant, lorsque je recherche dans IDA, je ne trouve rien. Un peu comme pour notre mutex de tout à l'heure, je pense qu'IDA n'a pas ces chaînes de caractères, ne les a pas détectées. Donc, vu que c'est un peu galère de rechercher avec IDA comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Ghidra et je vais rechercher dans ces chaînes de caractères à lui, parce que lui, il semble avoir trouvé ces chaînes de caractères. Et on peut voir ici qu'il y a deux chaînes de caractères concernant FileZilla. Ces deux chaînes de caractères, on voit que celle-ci, elle est dans la fonction 40cd90 et celle-ci dans la fonction 40cd90 également. Donc on va se déplacer dans cette fonction pour voir un peu ce que ça donne, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit ici qu'il y a des appels à la fonction 40f3d0, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais elle est appelée avec plusieurs chaînes de caractères. On va cliquer dessus pour voir ce que sont ces chaînes de caractères. Ici on a un HS, pas très intéressant, HS aussi, HS aussi, HS aussi, donc inintéressant pour ces chaînes de caractères là. Ici, il y a la fameuse chaîne de caractères de FileZilla. On voit qu'il recherche les serveurs récents et on va rechercher, voir s'il y a autre chose à l'intérieur qui pourrait nous donner des indications sur d'autres outils qui pourraient être ciblés. Malheureusement, il n'y a rien. Donc, là, il y a plusieurs choses que l'on peut regarder. Ce que l'on peut faire déjà, c'est retourner sur cette fonction et voir qui est-ce qui appelle cette fameuse fonction. Le problème, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de cette fonction. On voit qu'elle est appelée ici. Je pense que s'il regarde s'il cible d'autres softwares, il doit appeler dans ce coin-là également pour les autres softwares. La F450 est inintéressante. Il y a juste du getProcessHeap et heap_free. Ce n'est pas très intéressant. Cette 410 est à peu près pareil. On voit le process_heap, heap_alloc. Donc, elle n'est pas intéressante non plus. D'ailleurs, je vais les renommer pour pouvoir m'en débarrasser. Et pareil, pour l'autre, on va dire heap actions. Ici, on en a une qui pourrait être intéressante. C8, C0. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, on a des choses intéressantes. On voit que il est en train de cibler un autre logiciel, WinSCP, et il se trouve que WinSCP, c'est un logiciel pour copier des fichiers, comme FileZilla. Donc c'est la réponse à notre question 10. On aurait pu trouver d'une autre manière. En fait, sur Ghidra, on peut remarquer dans les chaînes de caractères qu'il y est écrit soft : quelque chose. Je pense que si l'on regarde soft : on voit qu'il y a deux softs qui sont ciblés, FileZilla et WinSCP. On aurait aussi pu trouver comme ça dans les chaînes de caractères. Ensuite, on nous demande quelle est l'adresse de la fonction qui s'occupe de crawler le process Steam en obtenant son handle. Pour ça, on va aussi regarder aux chaînes de caractères. Donc, je vais réouvrir les chaînes de caractères et je vais rechercher pour la chaîne de caractères Steam, voir ce que ça donne. Puisqu'on veut savoir quelle fonction récupère l'handle sur le process Steam, le process Steam qui va s'appeler steam.exe, on va suivre cette chaîne de caractères. Steam.exe, il est call à cette adresse-là. Donc il est call juste ici, dans cette fonction. Donc on arrive sur ce steam.exe qui est donné à cette fonction 411250. Si on regarde ce qu'elle fait ici, elle utilise des API Windows pour trouver le process steam.exe. Ce process, une fois qu'il l'a trouvé, il va le stocker dans devar1. Donc devar1 va être utilisé
avec la fonction 0040E70 et on voit qu'à l'intérieur de cette fonction, il va ouvrir le process, il va même faire des choses en mémoire, lire la mémoire du process, etc. Donc c'est cette fonction qui va utiliser l'undle de steam.exe qui va faire l'undle sur steam.exe, la 40EE70. Ensuite, on nous demande quel type d'authentification, d'artefact d'authentification est-ce que le malware recherche dans la mémoire de Steam. Alors, on va revenir juste ici, là on était juste là, et dans ces informations-là, on devrait pouvoir trouver l'information, la réponse à la question, puisqu'on le voit qu'il fait plusieurs read process memory. Pour le read process memory, on peut regarder ce qu'il va lire, mais il va probablement lire ce qui est retourné par LVAR 5. LVAR 5, en fait, il a une chaîne de caractères assez intéressante ici. On voit de l'hexadécimal. Je pense qu'il faut le copier et le mettre sur Internet. Donc, on va bien sûr mettre cet hexadécimal dans Cyberchef pour voir ce que ça donne. Alors, sans ça, bien évidemment, on dirait bien qu'on est sur de la base 64, très probablement. Donc faisons from base 64, et ici, on obtient le début d'un token JWT. Donc l'artefact d'authentification qui est recherché, eh bien c'était token JWT. Ensuite, on nous demande quel est l'identifiant hardcodé dans le malware qui est utilisé pour identifier le malware lui-même durant l'exfiltration des données. Pour trouver ça, on va retourner sur IDA, puisque on était dans la fonction qui exfiltre les données. Alors, il va falloir la retrouver, puisque je suis actuellement dans la fonction principale. Donc je vais retourner un peu plus bas pour retourner dans la 402 F20 qui s'occupe d'exfiltrer les données. Lorsque l'on regarde, il envoie comme header un content type juste ici, il fait du post, content disposition form data, là on voit un token qui est juste ici, et un peu plus bas on voit également un build ID qui est envoyé. Et si on regarde le build ID, on va chercher lequel est envoyé, et ce qui paraît le plus probable, c'est le résultat de cette fonction. Alors un petit truc, c'est que ici on a beaucoup de fonctions qui se répètent, et si on regarde ces fonctions, à chaque fois c'est le get process heap. Je vais la renommer en get proc heap. Ensuite, celle-ci, je vais la renommer également en quelque chose comme, on va dire quelque chose comme get heap et heap, puisqu'il a l'air de faire les deux. Il fait un get proc heap et un heap free. Donc il fait les deux. Et cette fonction-là, eh bien, on voit encore que c'est des questions de heap. Donc on va dire heap alloc, puisqu'il fait un appel à heap alloc, contrairement aux autres. Une fois qu'on a retiré finalement toutes ces fonctions qui vont pas trop nous intéresser puisqu'elles font que s'occuper de la heap, on voit ici une fonction bien à part, et on voit dans cette fonction bien à part, juste après le build ID, une valeur unique qui est ici et qui va très probablement être utilisée comme build ID et donc comme valeur hardcodée unique dans le malware. Ici, on nous demande quelle est la chaîne de caractères qui va être utilisée par le malware lorsqu'il va crawler Discord. Alors, encore une fois, il va falloir trouver Discord, ça va être assez difficile de trouver dans tout ce qu'il y a. Donc on va simplifier un peu la vie et on va voir si on trouve pas des chaînes de caractères. Donc je vais réouvrir les strings ici et je vais rechercher mon Discord tout simplement. Et on voit que le Discord, il y a deux chaînes de caractères dans deux fonctions distinctes, je pense. Oui, ça a l'air d'être dans deux fonctions distinctes. On va suivre le Discord qui est ici et on va voir un peu ce que ça donne au niveau des fonctions. Une fois dans cette fonction qui a l'air de récupérer les informations de notre Discord, c'est assez compliqué encore une fois de voir exactement ce qu'il fait. On a notre Discord, en tout cas il le cherche, on voit qu'il va comparer un local state, ou qu'il va chercher un local state. Ensuite on va regarder sur les autres chaînes de caractères. Ici on a un call à une fonction, cette chaîne de caractères est juste un HS. On a ici pas beaucoup de choses intéressantes. Ce ivar4 fait appel à une fonction. Cette fonction va récupérer très probablement des clés de chiffrement à l'intérieur de Discord, vu que je vois qu'il y a un encrypted keys. Donc je pense que cette fonction va récupérer des clés de chiffrement. Je vais peut-être la renommer getKey. Et il va comparer avec le résultat pour voir si c'est différent de 0. Donc s'il n'a pas récupéré de clés, il passe aux fonctions suivantes. Et s'il a récupéré des clés, il passe à faire tout ça. Ensuite, on n'a pas énormément de choses à voir. On voit qu'il crée un très grand tableau. PU21 contient énormément de choses, et notamment cette chaîne de caractères qui est assez bizarre. On peut continuer à regarder
À quoi sert ce PUVAR1? Alors une fois qu'on a fini, qu'on a suivi la chaîne de caractères Discord, on arrive dans cette fonction qui semble prendre Discord local state étant un fichier qui garde les clés de Discord, et il semble les récupérer via cette fonction juste ici. On voit que cette fonction cherche les encrypted keys à l'intérieur de local state, ce qui semble être à l'intérieur de local state. Si on continue un peu, on est face à une fonction donc, qui est là pour grab les clés de Discord. La seule petite particularité qu'il y a, c'est cette chaîne de caractères là, qui est ni plus ni moins que l'ID de vidéo du Rickroll. Bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est évidemment la chaîne de caractères que l'on cherchait, c'est le marqueur spécial qui est utilisé lors du crawling du process Discord. Pour la dernière question, on nous demande quelle plateforme de messagerie est-ce qui est utilisée par le malware pour exfiltrer des données. Lorsque l'on regarde notre fonction main, il y a beaucoup de choses. J'ai commencé à renommer un petit peu et à aller dans les fonctions dans lesquelles je n'étais jamais rentré et que je ne connaissais pas. Là, on peut voir la 4124C0, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, il y en a plein que je ne savais pas trop. Et au bout d'un moment, à force de regarder un peu dans les différentes fonctions, je suis tombé sur celle-là, la 415220, et lorsque l'on regarde à l'intérieur, on remarque tout de suite qu'il est à la recherche de Telegram Desktop. Donc il va utiliser Telegram pour faire quelque chose, et je ne vois pas ce qu'ils veulent faire avec Telegram à part exfiltrer des données. Surtout que je crois que si l'on rentre dans les fonctions qui appellent l'autre fonction, on voit des références à Program Data, à l'ouverture de certains fichiers, etc. Donc Telegram est la deuxième. En tout cas, grâce à cette chaîne de caractères Telegram, on sait maintenant que le malware utilise également Telegram pour exfiltrer ses données. Enfin, qu'il utilise Telegram pour exfiltrer les données. Dans le HTTP, il doit seulement parler avec le C2. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne analyse de malware et je vous dis à la prochaine.